Tu te rappelles quand on a classé les personnages de Family Guy du pire au meilleur? Aujourd'hui, pas de gag en aparté, on fait justement la tier list des personnages. Oh, et l'aventure recommence. Aujourd'hui, on débute avec le niveau F, réservé aux personnages jugés superficiels et pédants. Les qualités essentielles sont d'être divertissants et attachants. Je suis d'accord aussi, superficiel et pédant. Loretta Brown est notre dernier choix, ce qui n'étonne pas. Beaucoup de fans ne se souviennent même pas d'elle. Pourtant, elle était la femme de Cleveland au début de la série. Contrairement à son mari, Loretta était généralement désagréable, têtue et directe, ce qui la faisait paraître impolie. Elle en voulait même à la nature passive et gentille de Cleveland, et au lieu de discuter de ses griefs avec lui, elle a décidé de le tromper avec Quagmire. Elle s'excuse plus tard pour cela, résistant même aux tentatives de Quagmire de la séduire à nouveau. Mais cela ne change pas le fait que ses seuls traits de caractère sont la méchanceté et l'adultère. Le seul point positif sur Loretta est qu'elle a regretté d'avoir trompé son mari, ce qui n'est même pas suffisant. Elle finit donc dernière. Ensuite, nous avons le très douteux éducateur de Quahog, le principal Shepard. Le principal Shepard n'est pas là. Le principal Shepard, d'abord insignifiant, devient un salaud amoral dans les saisons suivantes. On peut supposer que les scénaristes voulaient recréer le principal Lewis d'American Dad avec ce personnage. Un principal tellement excessif, instable et carrément criminel que le simple fait qu'il dirige une école est aussi drôle qu'effrayant. Le problème, c'est que Shepard n'est pas vraiment si drôle, pas assez drôle pour compenser son côté inquiétant. Dans un épisode, il avoue posséder des images pédopornographiques de ses propres élèves sur son téléphone, qu'il utilise pour éviter des problèmes après avoir conduit ivre. 2 crimes parmi les plus dépravés commis d'un coup, sans aucun remords ni honte. Family Guy est généralement excellent pour transformer des personnes horribles en personnages amusants. Mais Shepard échoue malheureusement, et au lieu d'être tellement horrible que ça en devient hilarant, il est juste horrible. S'il est loin d'être aussi horrible, notre prochain choix, Francis Griffin, est un vieil homme haineux et amer qui aime le Seigneur, et déteste à peu près tout et tout le monde. Il apparaît rarement et rend la vie des Griffin infernale. Comme Loretta, il est méchant et rancunier, sans humour ni qualité pour équilibrer cela. Malgré son comportement désagréable, il a offert quelques gags amusants lors de ses rares apparitions. Et il a eu la décence d'avouer à Peter qu'il n'était pas son père biologique avant de mourir. Vous pourriez contester notre choix de placer Bertram en bas du classement, mais il y a des raisons. Dans Mission Impossible, Bertram affronte Stewie qui veut l'empêcher d'entrer dans le ventre de sa mère et de devenir son futur frère. Les deux finissent par se vouer un respect mutuel et à apprécier leur rivalité, ce qui rend d'autant plus dommage que Bertram ne naisse que bien plus tard. Mais bon, au moins, il y a plein d'occasions de donner à Stewie un rival digne de ce nom et d'organiser quelques combats amusants entre eux. Enfin, pas vraiment. Il l'utilise seulement 2 fois après le premier épisode. Il apparaît dans Rivalité fraternelle, déclenchant avec Stewie une guerre de territoire pour le contrôle du terrain de jeu, et dans La théorie du Big Bang, où il remonte le temps pour empêcher la naissance de Stewie. Les 2 épisodes étaient amusants, et c'est exactement pourquoi nous avons placé Bertram dans la catégorie F, parce que ce personnage avait tellement de potentiel, et ils l'ont tout simplement éliminé avant même d'en exploiter une fraction. C'est vraiment dommage. Il n'était pas le meilleur, mais il aurait mérité plus de 3 épisodes pour briller. Une autre tentative de donner à Stewie un bon rival a pris la forme de Doug. C'est un enfant qui paraît et parle comme un homme de 30 ans, échangeant parfois des plaisanteries avec Stewie. Ta mère t'accompagne encore aux toilettes des dames? En fait, oui. Ouais, moi aussi. Je ne comprends pas l'idée ici, mais ce n'était pas réussi. Dans l'épisode Capitaine des Snacks, Stewie révèle « Doug est mort ce matin dans un crash d'un avion régional. Cela montre combien les fans l'aimaient. Je dois avouer que c'était l'une des premières de blagues de Family Guy depuis un moment qui m'a vraiment fait rire. Pas le temps de pleurer cette perte, même si de toute façon, on n'était pas vraiment en deuil. Passons à la catégorie D pour les personnages moins mauvais. Connie D'Amico, l'adolescente méchante de Quahog, inaugure cette catégorie. Nous avons placé Connie en bas de notre liste parce qu'elle n'est vraiment pas un personnage remarquable. Vous savez ce qui va se passer à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran ? Elle va dire ou faire quelque chose de vraiment méchant à Meg et peut-être recevoir une bonne leçon en retour. Nous ne la descendrons pas plus car vous êtes censés ne pas l'aimer. Quelques tentatives ont été faites pour approfondir son personnage, notamment lorsqu'elle sort avec Chris et devient plus gentille, mais ce développement n'a jamais duré et Connie est restée l'un des personnages les moins appréciés de Family Guy depuis ses débuts. Diane Simmons, co-présentatrice du journal de Channel 6, arrive ensuite. Comme Tom, elle a de l'humour. Leur duo à l'écran est souvent divertissant. C'est dommage que Diane ait voulu accuser Tom des meurtres de James Woods, Muriel et d'autres dans And Then There Were Fewer. Ensuite, Diane devait mourir. Désolé. Et ainsi, sa dynamique amusante avec Tom a pris fin. Être un meurtrier, c'est déjà très grave. Mais balancer son partenaire du journal télévisé, c'est encore pire. Mais ce n'est même pas le pire. Elle nous a pris Muriel Goldman. Vous vous souvenez de Muriel Goldman? C'était la femme de Morte. Elle était tellement généreuse. Nous étions mariés! Mais plus que ça, elle était aussi la mère de Neil.
Et encore plus que ça, bon, vous voyez l'idée. Nous n'avons littéralement rien de notable à dire sur Muriel. Même la série ironise sur l'impact minime de sa mort, lors de la scène où tous les personnages, morts ou vivants, apparaissent dans No Giggity, No Doubt. Quand le fantôme de Muriel apparaît, le maire West la pousse comme pour dire « Va-t'en, tu n'es pas l'un des morts importants ». Il a raison. Je dois avouer sans ironie que j'étais plus triste à la mort de Johnny et Vern, deux personnages des premières saisons surtout connus pour leurs gags récurrents. Vern commentait brièvement la situation, mais Johnny l'interrompait vite avec un riff de piano entraînant. On pense, comme Doug, qu'il n'était pas populaire, car dans Il faut sauver le soldat Ryan, Stewie les tue à l'écran et révèle que D'accord, ils sont morts. On ne les reverra plus. il semble rassurer le public, mais ils reviendront comme des fantômes. Il n'y a pas grand-chose à ajouter sur eux, mais que Johnny soit en enfer pour avoir aimé les petits garçons, c'était un rebondissement amusant. Le talent au piano ne pardonne pas tout, mec. Puis il y a l'ex-patronne de Peter, Angela. Aucun manque de respect pour la regrettée Carrie Fisher qui incarnait Angela. C'est juste qu'Angela était un personnage qui, malgré sa présence assez marquée, n'était pas vraiment si marquante que ça. Elle était assez méchante pour qu'on le remarque, mais jamais assez pour qu'elle paraisse être une antagoniste menaçante, enfin, à une exception près. Dans la saison 8, l'épisode Peter Harassment est sûrement sa prestation la plus marquante, où elle harcèle plusieurs fois Peter sur son lieu de travail. Elle a tenté de le culpabiliser pour coucher avec elle en menaçant de se suicider, et a réussi. Ce n'est pas glorieux, mais au moins, elle a eu des moments drôles. Contrairement à Angela, Bonnie Swanson avait bien débuté dans la série, à l'époque où Joe était encore un dur à cuire, parfois abruti. Sors de là! Bonnie était sa femme dévouée, dont le personnage se résumait en deux mots, enceinte et gentille. Bonnie, tu es enceinte depuis 6 ans. D'accord, ce n'était pas le début le plus marquant, mais c'était bien mieux que ce qu'elle deviendrait par la suite. Dans les saisons suivantes, Bonnie est devenue une ordure, trompant régulièrement Joe, alors qu'il le savait, et complotant parfois pour le tuer. D'accord, c'est vrai, presque tous les personnages de la série sont devenus insupportables à partir des saisons à 2 chiffres. Mais Bonnie, autrefois très gentille, est devenue vraiment méchante, rendant sa chute plus douloureuse. C'est une transition vraiment brutale et méchante. Beaucoup de gens n'ont pas trop apprécié Vinny lorsqu'il a été introduit. Ce n'est pas vraiment difficile de comprendre pourquoi le tristement célèbre épisode de la saison 12, La vie de Brian, a vu Brian se faire tuer, dans ce qui était clairement une leçon sur le fait de ne pas considérer ses proches comme allant de soi, et absolument pas une tentative désespérée de faire monter l'audience. Quelles que soient tes raisons, il a été remplacé temporairement par Vinny, un chien beau parleur au style mafieux. Même si tuer Brian juste pour le ramener littéralement 2 épisodes plus tard était une décision d'écriture terrible, nous ne pensons pas qu'il soit juste d'en blâmer le pauvre Vinny. Le gars n'a été présent que dans 3 épisodes après tout, et l'un d'eux était le Noël de Carter, qui avait la légendaire scène du bois le lait de poule Carter. Tu sais, je n'aime toujours pas Noël, mais j'ai aimé ce qu'on vient de faire. On ne peut pas vraiment le détester en pensant à ça, mais malheureusement, il reste à jamais associé à l'un des pires moments de Family Guy. Ça lui fait perdre des points quoi qu'il arrive, ce qui est dommage parce qu'en vrai, ce n'est pas un mauvais personnage. C'est juste qu'il n'est pas Brian. Babs Pewter. Peter Schmidt complète cette catégorie. Contrairement aux autres, elle n'est pas mal classée pour ses défauts ou des associations négatives. Babs est en catégorie D car elle est à peine un personnage, n'apparaissant vraiment que dans les épisodes centrés sur Carter, et même alors, elle reste souvent dans son ombre. Nous sommes au milieu de notre tier list. Ces personnages ne sont pas les meilleurs ni les plus emblématiques, mais ils remplissent leur rôle et ont quelques fans. La catégorie C arrive. Buzz Killington est le premier de cette section. Comme Johnny et Vern, il n'apparaît que pour quelques blagues. C'est le dernier gars à inviter à ta fête, mais il faut reconnaître sa confiance en lui. Ce gars débarque à des fêtes et à d'autres événements où il n'a apparemment même pas été invité. Et il tente sa chance pour passer un bon moment avec tout le monde, en parlant de l'histoire des machines à écrire, des cornflakes ou d'autres sujets du genre. Il est parfois rabat-joie, mais avec un nom comme Killington, peut-il vraiment être ringard? C'est drôle, tu es plus rabat-joie que Buzz Killington. Celle-ci est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais nous faisons une entrée triple pour la nouvelle famille de Cleveland. Donna, Roberta et Rallo Tubbs. Ces trois-là sont tous des personnages plutôt corrects à leur manière. Même si The Cleveland Show est moins célèbre que d'autres sitcoms de Seth MacFarlane, certains personnages étaient tout de même divertissants. Le côté impertinent de Rallo, le côté maman ours au tempérament explosif de Donna, et le fait que Roberta soit à la fois superficielle et pas totalement insupportable, créait une dynamique plutôt amusante avec le Cleveland plus doux et posé. Ils auraient eu une meilleure dynamique si Cleveland du spin-off n'était pas devenu un clone de Peter. Malheureusement, même s'ils font désormais techniquement partie des Griffins, la série les utilise peu. Ces trois-là ont beaucoup de potentiel et sont déjà de bons personnages, mais c'est dommage qu'ils aient si rarement l'occasion de briller. Souvent, ils servent juste de voisins exemplaires face aux Griffins, comme les Flanders dans Les Simpsons. Honnêtement, dépasser la dynamique familiale des Griffins n'est pas si compliqué. À ce stade, vous attendez sûrement que les personnages brillent. Et c'est justement le cas du gars sourd, nu et huilé. Ne me jugez pas, je fais juste mon truc. Ne regardez pas trop près, vous pourriez être ébloui. Si vous tentez d'attraper cette légende, vous serez déçu. Croyez-nous, vous ne l'attraperez pas. Demandez-lui si vous ne nous croyez pas.
Vous ne m'attraperez jamais. Ce n'est pas comme s'il allait vous entendre. Je crois qu'on fait des blagues sur les sourds, là. Olivia rejoint maintenant le club de ceux qui manquent de temps à l'écran. Ancienne rivale de Stewie en comédie, elle avait, comme Bertram, un grand potentiel pour une longue rivalité. Mais cela n'a pas été assez exploité. Contrairement à Bertram, Olivia a eu plus de temps pour briller, rendant leur dynamique bien plus mémorable. Leurs disputes, allant de querelles de stars à des drames conjugaux miniatures, rendant les intrigues de Stewie parmi les plus divertissantes de la série. Dommage qu'ils n'utilisent pas plus Olivia, mais gros bonus pour sa participation musicale. Ensuite, l'équivalent de Bruce dans les nouvelles saisons, elle, Hitler, arrive. Comme le stéréotype gay ambulant préféré de tout le monde, elle se distingue par sa personnalité douce et son rire contagieux. Elle est vraiment ce que Quahog a de plus proche d'une âme parfaitement pure. C'est l'un des personnages les plus gentils et sains du casting, même si certains la trouvent parfois agaçante. Mais nous, on est contents de la voir. Tu gères avec tes figurines Garfield, rien d'anormal. Comment pourrais-je te remercier? De l'argent? Ensuite, nous avons le chien de compagnie d'Herbert, Jesse. Écoutez, je sais qu'il est peut-être complice d'un délinquant sexuel et prédateur d'enfants, mais regardez juste ce petit gars. Notre seule critique à son égard, en dehors de l'association évidente avec Herbert, c'est qu'il serait encore plus mignon s'il avait son propre petit déambulateur pour aller avec celui d'Herbert, puisque pratiquement tout le reste qu'il possède lui correspond, jusqu'à ce détail emblématique. À l'époque où Cleveland a pris une pause pour son propre spin-off, Jérôme l'a temporairement remplacé comme l'ami noir de service du groupe. Messieurs, nous avons un homme noir parmi nous. Honnêtement, il n'a jamais eu le temps de créer des liens avec Peter et les autres. Jérôme est sympa, mais il manque de personnalité marquante. La paranoïa de Peter sur sa relation passée avec Lois, il y a plus de 20 ans, était hilarante, lui valant des points pour la comédie, même involontaire. Accueillons maintenant la journaliste asiatique Tricia Takanawa. Bien qu'elle soit principalement utilisée pour quelques gags liés aux infos de temps en temps, son accent exagéré et son ton complètement neutre font d'elle un personnage amusant à voir apparaître ici et là. Maintenant, je vais entendre l'habituel débrief des infos de ma mère dans sa voiture. Elle a également réussi à avoir un épisode plutôt réussi qui lui était consacré, Carter et Tricia, où elle a réussi à se retrouver au lit avec Carter, pour qu'il révèle la face cachée et douteuse de certaines de ses pratiques commerciales. Des choses louches, mais une histoire sympa pour Family Guy. Espérons que cette carrière aille bien. Et pour clore sa catégorie, on a Jasper, le cousin de Brian, qui remue joyeusement la queue. Bruce est sans doute le personnage gay le plus emblématique, mais il ne fallait pas oublier Jasper. Oh non, ils font des blagues gays sans moi. C'est le cousin de Brian, rarement présent dans la série, mais on l'adore pour sa loyauté envers Brian. Ils semblent avoir une relation saine et c'est agréable de voir Brian s'entendre avec quelqu'un de différent. Il faut aussi saluer la confiance et la flamboyance de ce gars. Franchement, vu ce qu'est devenu Brian dans les dernières saisons, Jasper, tu nous manques. Brian aurait bien besoin de ton influence positive. Passons maintenant aux personnages emblématiques de Family Guy. Des personnages marquants d'un épisode au récurrent apprécié, voici les personnages de Nuvo B. D'abord, l'un des caméos de célébrités les plus mémorables, James Woods. Peu de moments illustrent autant l'essence des 7 premières saisons de Family Guy que le numéro musical entre Peter et James Woods. Si ce n'est pas assez loufoque, rappelez-vous comment l'épisode dégénère avec James Woods, obsédé par Peter, cherchant à lui voler son identité et sa vie. Chaque épisode avec James Woods était marquant, surtout le mystère du meurtre dans « Et il n'en reste à qu'un », où il passe d'homme sincèrement plein de remords à faux suspect, lançant les vrais enjeux de l'épisode. Son association avec certains des meilleurs épisodes de Family Guy fait de lui l'un des personnages secondaires récurrents, les plus mémorables et lui rapporte beaucoup de points. Gardez simplement un œil sur votre identité et vos Reese's Pieces quand ce type est dans les parages. Oh, un bonbon. Aussi tentant que cela puisse être de la placer plus bas, Meg Griffin a réussi à atteindre la moitié supérieure de notre classement, même si elle est celle qu'on aime le moins chez les Griffin. La principale différence entre les 3 premières saisons de Family Guy et la 4e est le traitement bien plus mauvais de Meg par sa famille, surtout Peter. C'est une fille. Tu peux vérifier encore une fois? C'est dommage, mais au moins ça nous pousse à soutenir Meg, même si c'est par pitié. C'est agréable de la voir gagner parfois. C'est la personne la plus correcte de la famille Griffin. Même si elle n'est pas la plus drôle, elle mérite mieux que ce qu'elle reçoit. Les dernières saisons ont cherché à donner plus de personnalité à Meg, avec son langage familier et ses talents originaux, comme faire des cookies avec ses larmes. C'est bien qu'ils essaient de faire autre chose que de l'intimider en permanence. Mais malheureusement, Meg n'est toujours pas aussi intéressante que la plupart des autres personnages principaux. Nous n'avons pas pu nous empêcher de donner une place à l'ours en peluche de Stewie Rupert dans notre liste. Oui, il n'a probablement pas de conscience, ou du moins, je n'en suis pas sûr, mais regardez-le, il est adorable. Vous n'êtes toujours pas convaincu? D'accord. Pourquoi ne pas explorer l'étrange imagination de Stewie? Regardez-le. Fin de discussion. Mon micro! Bonsoir. Ici Tom Tucker pour Channel 5. Tom, l'un des 2 présentateurs sarcastiques de Quahog depuis le début, n'est pas un mauvais gars contrairement à son ancien co-animateur.
En plus de son humour, Tom Tucker a parfois montré de la sincérité. De l'attention qu'il accorde à son fils Jake malgré sa gêne face à sa malformation, au rôle de père qu'il joue auprès de Peter lors de la liaison de ce dernier avec sa mère. Tom est un personnage récurrent depuis le début et on ne s'est jamais lassé de lui, ce qui lui vaut une place respectable dans notre classement. Quelqu'un doit bien aider à révéler que Nicki Minaj est en réalité un ours. Nicki Minaj est un ours? Le prochain est Neil Goldman, le simp du lycée. Avec du recul, je pense qu'on a été un peu dur avec lui dans notre vidéo sur le pire personnage de Family Guy. Oui, on comprend pourquoi Neil peut être détesté, mais ce gars est bien trop drôle pour ne pas lui donner une bonne place dans le classement. Même s'il est loin d'être un saint, il a quand même certaines valeurs. Quand il rompt son contrat d'amitié amoureuse avec Meg, peu importe les mots, l'essentiel était que Neil a renoncé à la fille de ses rêves dès qu'il a compris qu'elle ne s'intéressait ni à lui, ni à leur relation. Il a refusé de la tromper quand Loïs l'a dragué en cosplay et n'a pas porté plainte. Car ça aurait été du détournement de mineurs à 1000%. Tu vois, il paraît parfois louche, mais ses actes dans cette intrigue ont renforcé notre respect pour Neil. Passons maintenant à Ida Cagmire, l'un des personnages les plus controversés de Family Guy, le père de Cagmire devenu maire. C'est vrai, les Griffin, parmi toutes les séries, a un personnage transgenre récurrent. Même si elle n'est pas toujours dépeinte avec sensibilité, et franchement, quelle minorité l'est dans cette série, Ida est un personnage étonnamment sain pour une série comme les Griffin. Prenez l'épisode Transfat, par exemple, où Peter fait sa transition pour devenir une femme simplement pour profiter des soi-disant avantages d'être trans, avant qu'Ida ne le confronte à juste titre pour son comportement odieux. Une fois que Peter a retenu la leçon, Ida lui pardonne vite et l'aide à lancer un... Je vous laisse deviner la première lettre de Hick Starter. Indice, ce n'est pas un cas. Ida est vraiment une bonne personne et sa relation avec Glenn est vraiment touchante. Ce n'est pas forcément le personnage le plus drôle, mais elle est bien moins offensante et mieux écrite qu'on ne pourrait s'y attendre de la part de Family Guy. Mais ça reste Family Guy, donc l'humour est la priorité principale. C'est bon, je suis transgenre. Je n'en avais aucune idée. Fais ce que tu veux, tout le temps. Nous réservons les meilleures places aux personnages les plus drôles. Parmi les personnages LGBT, citons Mr. Weed, souvent oublié des premières saisons. C'était un personnage à la fois drôle et vraiment attachant. Contrairement à Angela, Mr. Weed se souciait vraiment de ses employés. Il a prouvé qu'il tenait à la sécurité de ses employés en envoyant Peter à des cours de sensibilisation, au respect des femmes et en acceptant l'invitation à dîner chez les Griffin, ce qui a causé sa perte. Quel dommage. Imaginez s'il avait pu rencontrer Jasper ou Bruce. Pourtant, durant sa courte présence, Mr. Weed était un patron étonnamment sympathique dans l'animation, un milieu où les patrons sont souvent médiocres. Mr. Weed a ouvert la voie à Mr. Boss. C'est pourquoi nous lui réservons une place honorable dans notre classement. On peut critiquer la longévité des Griffin, mais au moins le maire Wild West est apparu dans les dernières saisons. Écoutez, personne ne peut remplacer Adam West, mais franchement, lui donner un cousin nommé Wild, un cow-boy interprété par Sam Elliott, vous ne pouvez pas nous proposer ça et ne pas attendre qu'on l'apprécie. Wild West est vraiment un type sympa qui possède aussi, mine de rien, des capacités dignes d'un dieu, allant d'une moustache capable de résister à une tronçonneuse jusqu'à la capacité de flotter et d'ouvrir les serrures des cellules de prison simplement en leur demandant poliment. Franchement, avec la méchanceté de la plupart des personnages de Family Guy dans les saisons récentes, c'est vraiment rafraîchissant d'avoir au moins un personnage qui est simplement un gars bien et sympathique. Mais ne lui demandez surtout pas s'il a déjà tué quelqu'un. Ensuite, nous avons un personnage qui n'apparaît qu'une seule fois, Pearl Burton. Pearl est bien classée uniquement parce qu'elle n'est apparue que dans l'épisode Brian Swallows and Peter Swallows, l'un des meilleurs épisodes de Family Guy. Son passé de musicienne incomprise, marqué par des jingles publicitaires, était étonnamment bouleversant pour une série comique irrévérencieuse. Sa relation avec Brian est la plus proche d'une véritable histoire d'amour pour lui dans la série. Si seulement ils s'étaient rencontrés plus tôt dans leur vie, les choses auraient pu être différentes entre eux. Pourtant, cette brève romance a marqué l'une des histoires les plus bouleversantes de la série, prouvant que le programme allait au-delà d'un simple bébé maléfique et d'un gros type. Pour compléter cette catégorie, il y a l'ancien ennemi-ami de Chris, le singe maléfique. L'un des gags récurrents les plus emblématiques de toute la série, le singe maléfique n'est pas vraiment fidèle à son nom. Il s'avère qu'il était autrefois un type vraiment sympa. Cela jusqu'à ce qu'il surprenne sa femme et son meilleur ami au lit ensemble. Plus tard, il parvient à trouver la paix en se liant d'amitié avec Chris, ce qui, il s'avère, était son objectif depuis le début. C'est à ce moment précis que le singe maléfique est devenu simplement le singe. Et après une révélation pareille, où peut-on aller sinon vers le haut? Ce sont ces personnages qui contribuent vraiment à faire de Quahog un endroit aussi hilarant que tordu. Voici le niveau A. Dans le niveau A, on retrouve l'iconique présentateur météo Blackie, Holly Williams. Pour le dire comme lui, c'est plutôt bien. Merci Holly. Maintenant, parlons de Shamus. En tant qu'autre personnage qui apparaît depuis les premières saisons, on est honnêtement surpris que ce pirate à jambes de bois n'ait pas encore eu un seul épisode qui lui soit consacré. Ce serait drôle de le voir voguer sur les mers à bord de son navire. Ou peut-être est-il lui-même le navire? Mais il n'est pas en bois. Personne ne l'est. Honnêtement, le design du personnage représente environ 90% de la raison pour laquelle il est si bien classé. Les 10% restants, c'est juste qu'il a l'air d'être un type sympa.
En prévenant Pierre à propos de Dag Bouche de Dag, il l'a en gros protégé de la faillite et de la mort en une seule fois. C'est quelque chose qu'on peut admirer, tout comme le fait qu'il soit le premier à prendre des nouvelles de Pierre quand il publie un statut Facebook énigmatique. Sachant qu'il n'a même pas de main, c'est à la fois gentil et impressionnant. Ensuite, il y a Mort Goldman, le stéréotype ambulant, souvent cible de blagues. Même s'il n'est pas traité aussi durement que Meg, les blagues tournent généralement autour de lui. Honnêtement, cela ne nous dérange pas. Il est assez sympathique pour qu'on ait envie de l'encourager, mais il a suffisamment de défauts pour qu'on puisse rire d'au moins une partie de ses malheurs. Peter, pour l'amour de Dieu, je suis désolée, Mort. Pas de problème, Loïs. C'est juste comme ça que les gens me disent bonjour. Une autre raison simple pour laquelle il est si bien classé, c'est son interprétation vocale, sûrement l'un des plus drôles de la série. Tout ce que ce type dit devient plus drôle que nécessaire, juste parce qu'il a la voix d'un Bob l'éponge desséchée. Ça ne sert à rien. On ne trouvera jamais le sable rare du désert. Son visage joyeux n'a peut-être pas encore de moustache, mais on donne quand même une bonne place à Cleveland Jr. Qu'il soit mince et énergique au début, ou plus rond et hostile dans The Cleveland Show, et par la suite, Cleveland Jr. reste un trésor national tout en étant vraiment terrifiant. C'est un de ces grands personnages détendus et inoffensifs 95% du temps, mais pendant les 5% restants, mieux vaut ne pas être là. N'oublions pas sa menace en plaisantant envers Pierre après qu'il lui ait accidentellement tiré dans le bras. Tu as déjà senti le froid de l'acier d'un cran d'arrêt appuyé contre ta tempe? Ne t'en prends ni à lui, ni à son père, ni à Laurent le léopard, et tout ira bien. Il y a aussi Chris Griffin de Spooner Street, et Kevin, mais franchement, personne ne s'en soucie. D'un autre côté, s'il y a bien quelqu'un qui peut rivaliser avec le manque de cervelle de Pierre, c'est Christophe. Sa stupidité atteint des sommets terrifiants, et le chaos qu'il provoque en est un véritable spectacle. La scène où il ne sait pas qui est son vrai père est l'un des gags les plus drôles de la série. Ce qui impressionne chez Christophe, c'est sa cohérence de caractère. Malgré sa perversion exagérée façon personnage comique de shonen, c'est un garçon sympa avec de nombreux moments drôles, surtout en duo avec Herbert dans une intrigue secondaire. On sait que l'épisode sera super. C'est aussi amusant quand Christophe a parfois une lucidité inattendue, comme quand il demande soudainement à Herbert, sans détour, si « Est-ce que tu es un pédophile ?» Soit Christophe sait et s'en fiche, soit Herbert a le dispositif effaceur de mémoire de Men in Black. Je penche pour cette option. Parmi les running gags des Griffins, Ernest le poulet géant reste incontournable. Sa rivalité avec Pierre dure depuis la saison 2, soit 22 saisons. Franchement, on ne peut qu'imaginer que ça va devenir encore plus intense. Certains trouvent les combats de plus en plus longs et sanglants, mais nous pensons qu'ils offrent un grand potentiel. Surtout vu tout ce que les Griffins n'ont pas encore exploré dans la culture pop. Peut-être que nous verrons Pierre chanter une chanson à Ernie sur la façon dont il peut devenir une meilleure personne, comme dans Steven Universe ou Has-Been Hotel. Ou peut-être que nous verrons un combat animé dans le style d'un animé shonen, comme dans cet épisode de Gumball. Ce sont des idées gratuites, Fox. C'est une véritable mine d'or, il suffit de commencer à creuser. La moitié à peine meilleure de Pierre, Lois Griffin, arrive ensuite. Comme Pierre, Lois ressemble beaucoup à Marge, son équivalent dans Les Simpsons. Mais alors que Lois était initialement présentée comme une mère attentionnée et compatissante, elle avait aussi un côté méchant qui ressortait assez souvent. De l'ivresse publique à une obsession temporaire pour les arts martiaux, jusqu'à menacer de démonter le sapin de Noël parce qu'elle n'avait plus d'essuie-tout, Lois a montré à la fois le meilleur et le pire de ce que c'est d'être une mère attentionnée. Bien qu'elle ait décliné moralement ces dernières années, le fait que Lois devienne de plus en plus instable est sans aucun doute un bon choix sur le plan comique. Rarement Lois reste-t-elle en arrière-plan des combines de Pierre. Au mieux, elle le ramène à la raison. Au pire, elle est une menace plus exagérée et drôle que lui. Que Lois ramène Pierre à la raison ou fasse ses propres bêtises, elle enrichit toujours l'intrigue. Mais évitez de lui laisser un mauvais avis sur Airbnb, sinon vous risquez d'être doxé. Maintenant, si vous restez longtemps à Quahog, vous aurez probablement besoin de soins médicaux à un moment donné. Dans ce cas, nous vous recommanderions littéralement n'importe qui, sauf le Dr Hartman. Ce médecin hilarant et incompétent est un vrai spectacle dans chaque scène où il apparaît. Qu'il soit distrait une centaine de fois avant d'annoncer son diagnostic à Pierre, ou qu'il se cache carrément de la police avant d'entrer, le Dr Hartman est la personnification même de la faute médicale. Savez-vous où je pourrais trouver des livres sur le pancréas? Même si nous ne le recommanderions jamais comme vrai praticien, il est très drôle, et le fait que, nouveau dans la ville, révèle que les Griffins sont ses seuls patients, rend cela encore meilleur. Eh bien, la vérité, c'est que vous êtes mes seuls patients restants. Ensuite, un autre personnage doublé par le même acteur. Carter Pewter-Schmidt, le riche père de Lois, qui se rapproche le plus d'un antagoniste principal dans les Griffins. C'est l'un des personnages les plus maléfiques de la série, mais dans l'univers des Griffins, il reste sympathique. Que Carter soit une véritable menace ou simplement inutilement cruel, son antagonisme incessant fait de lui un personnage qui peut dynamiser pratiquement chaque scène dans laquelle il apparaît. Ne lui demandez surtout pas d'argent, faites-nous confiance là-dessus. Il pourrait vous obliger à le chercher dans un bocal rempli de sel et de fils barbelés. Pourquoi gardes-tu ces choses ensemble? Attendez, vous entendez ça? Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ouais. Le Kool-Aid Man arrive.
Beaucoup de personnages gags existent depuis longtemps, mais pour lui, c'est vraiment le cas. Présent depuis le premier épisode, il traverse les murs dès que nécessaire, voire sans raison. Il mérite aussi des points pour avoir dépassé les préjugés de ses parents sur les bouteilles Yoo-hoo. Encore plus de points bonus car c'est l'un des gags les plus drôles de la série. Oh. Non, 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 non. Nous avons presque atteint le niveau S. Il est temps de reparler des femmes du casting. Gillian n'est pas restée longtemps, mais c'est l'intérêt amoureux le plus récurrent de Brian. Elle a l'intelligence d'un chat domestique. Eh, peut-être que c'était ce chat le meurtrier. Laisse-moi lui demander. Miaou, miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Mais le cœur de, je ne sais pas, quelque chose avec un grand cœur, comme le Grinch après qu'il ait rendu Noël. Ce que je veux dire, c'est que Gillian est vraiment adorable. Aussi gentille que stupide, elle sait qu'elle mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, ce qui rend la mort de son mari dans cette intrigue policière d'autant plus triste. Il n'y a pas beaucoup de gens à Quahog qui méritent vraiment une fin heureuse, mais Gillian en fait partie, et pour être honnête, elle nous manque un peu. Mais pour le meilleur personnage féminin de la série, on sait tous que c'est Consuela. Tu n'es pas d'accord? Non, tu es d'accord. Tu penses qu'elle devrait aller dans la catégorie S? Non, oh non, elle reste ici. Non. Nous arrivons à une impasse dans ce classement, car juste hors du top 10 se trouve la mort, doublée par le regretté et immense Norm Macdonald. Dans Family Guy, la faucheuse n'est pas un méchant effrayant. C'est juste un gars détendu qui fait son travail et aide les gens à arranger leur vie. En plus d'illustrer l'humour noir de Family Guy, la mort est étonnamment sympa et a aidé Peter à se ressaisir plusieurs fois. Même si ses efforts n'ont jamais duré, il a au moins essayé. La mort est un ami étonnamment fiable pour Peter, ce qui permet d'avoir de très bons scénarios. Comme lorsqu'il essaie de l'aider à sauver son mariage avec Loïs, ou qui lui montre ce que son alcoolisme va lui faire s'il ne fait pas de sérieux efforts pour changer. Voici la crème de la crème. Les meilleurs personnages de Family Guy, niveau S cette année, uniquement des personnages récurrents importants, sauf Bernie le hamster. C'est un petit hamster sympathique avec une voix amusante qui s'est introduit chez les Griffins, juste pour se lier d'amitié avec Peter. Le meilleur, c'est qu'il le traite si gentiment pendant les 30 secondes de temps d'écran qu'il a dans cette série. Il serait sûrement numéro 1 avec un épisode à sa gloire. Mais l'équipe de Family Guy sait peut-être que le véritable pouvoir de l'amitié de Bernie serait trop pour nous. Qui d'autre que Glenn Quagmire pour la place suivante? Ce personnage n'a même pas besoin d'être présenté. Il est probablement le premier personnage qui vient à l'esprit de la plupart des spectateurs lorsque le sujet des personnages de dessins animés pervers est abordé. Quagmire est un excellent personnage comique. Il est connu pour dire certaines des choses les plus déplacées que l'on puisse imaginer, et même d'autres que vous n'oseriez même pas imaginer. Quel âge as-tu? 16 ans. 18 ans. Tu commences. Maman! J'aime bien la tournure que ça prend. Même s'il peut être un vrai pervers et littéralement un délinquant sexuel, Quagmire est dans une série qui lui permet d'être quand même apprécié parce que la série en est consciente. Comme tout personnage, Quagmire doit être imprévisible et déjanté, ce qui lui vaut certaines des scènes les plus drôles de la série. Il peut parfois en faire trop, et il faut reconnaître que c'est étrange quand les dernières saisons essaient d'en faire un gars sensible alors qu'il reste un délinquant sexuel en série. Va-t-on vraiment faire comme si rien n'était arrivé? Hé, la mort! Tu peux laisser ce corps ici encore 5 minutes? Et Peter, le prochain membre du groupe d'amis de Peter, Joe Swanson, arrive. Parfois badass, parfois pathétique, mais toujours divertissant. Quel que soit l'adjectif que tu veux utiliser pour le décrire, Joe est un personnage qui a toujours quelque chose à offrir. Joe, c'était incroyable. Je sais, j'y étais. Le flic en fauteuil roulant qui est là depuis la première saison. Joe est un membre central du groupe d'amis de Peter, et il en est plus ou moins la colonne vertébrale morale la plupart du temps. Bien qu'il participe parfois aux frasques de Pierre, son rôle de policier accentue toujours la tension, et son handicap renforce l'envie de le voir réussir. Comme la plupart des personnages des Griffins, Joe a beaucoup évolué ces dernières années. Il est passé d'un gars super cool qui ne se laissait pas définir par son handicap, à un type pitoyable constamment rabaissé par sa femme et ses amis. Ils l'ont transformé en un personnage très à la Bill Torre, qui est plus ou moins là pour être la cible des blagues, mais avec beaucoup moins d'empathie à son égard. Joe mérite mieux, mais il n'a jamais manqué de sympathie. Patrick Warburton offre aussi l'une des voix les plus emblématiques de la série. Écoute, je ne sais pas qui c'est, mais tu ferais mieux d'arrêter ça. Bruce n'est pas le seul lié à cette expression, mais il en a fait sa phrase fétiche. Il devrait donc éviter le Kool-Aid Man. Oh, et l'aventure recommence. Bruce est sûrement le plus gentil et amical des personnages récurrents de la série. Même s'il est souvent lié à des blagues gays, ce n'est pas son unique caractéristique. Qu'il dirige un groupe des alcooliques anonymes, qu'il aide les Griffins à chasser un fantôme de leur maison, ou même qu'il joue du xylophone pour réaliser le rêve de Peter de jouer au bowling comme Fred Pierre à Feu, Bruce est un gars sur qui on peut presque toujours compter. Mais même si nous avons mentionné les performances vocales de quelques personnages, les voix interprétées par Mike Henry, y compris celles de Bruce, sont probablement nos préférées à ce niveau. Son ton doux et posé est aussi apaisant qu'inexplicablement hilarant. Quand il donne sa voix efféminée à des personnages secondaires,
Bruce a prêté sa voix à tout le monde, du xénomorphe à ce gros rat. Dans les deux cas, il est étonnamment franc et direct, ou plutôt gai et direct dans ce cas. Oh non, rentrez à l'intérieur de moi, petite bouche. Herbert, le pervers, incarne parfaitement le fait d'être complètement déplacé. Son personnage étant défini par son comportement de pédophile en série. Quand tu entends cette voix aiguë emblématique, aussi doublée par Mike Henry d'ailleurs, tu sais tout de suite que tu vas assister à l'un des moments les plus drôles de la série. Mais Herbert n'est pas seulement un ressort comique, c'est aussi un musicien talentueux. Beaucoup louent la voix de Seth MacFarlane, mais il ne faut pas sous-estimer celle d'Herbert. Bien qu'il chante toujours des reprises sur son obsession pour son voisin de 13 ans, il met toute son âme dans ses numéros, surtout dans Somewhere That's Green. Audrey a ouvert la voie à Herbert. La raison pour laquelle Herbert est si bien classé, c'est tout simplement parce qu'il incarne parfaitement ce qui rend les Griffins si inoubliables. Sauf Chris, gardez vos pantalons et trouvons comment sortir d'ici. Peu de séries oseraient créer un personnage entièrement basé sur le fait d'être un prédateur d'enfants, et encore moins le faire apparaître plusieurs fois par saison. Pourtant, Herbert est resté présent dans les Griffins pendant près de 20 saisons avant d'être finalement écarté. Aussi étrange que cela paraisse, j'espère vraiment qu'ils le feront revenir. Eh bien, il disait souvent qu'il voulait exploser partout sur moi. Il l'a finalement fait. Nous sommes entrés dans le top 5, et c'est là que le classement des personnages devient un peu plus difficile. J'aimerais pouvoir mettre Brian Griffin plus haut dans la liste. Maintenant, je ne vais pas tourner autour du pot. Pour la plupart des personnages de la série, nous avons fait de notre mieux pour ne pas trop prendre en compte leur déclin au fil des saisons aujourd'hui, mais avec Brian, c'est particulièrement difficile à ignorer. Un personnage qui a commencé comme la conscience de Peter, qui est devenu un romantique désespéré, luttant avec son identité et ses émotions, puis qui a dégénéré en quelqu'un d'encore plus hypocrite et incohérent, c'était assez déconcertant. Brian n'est jamais totalement mauvais, même dans les saisons récentes. Son narcissisme reste divertissant, un peu comme Peggy dans King of the Hill. Moralement, il est vraiment tombé bas, mais en termes d'humour, on peut dire qu'il s'est amélioré au fil de la série. Quoi qu'il en soit, la version plus ancienne de Brian reste incroyablement attachante encore aujourd'hui. Aussi loyal que sarcastique, il incarne parfaitement le meilleur ami de l'homme. Il servait de confident à Peter quand celui-ci avait besoin de se confier, lui offrant des conseils et du réconfort quand la situation l'exigeait, même si cela signifiait danser en costume de banane en secouant des maracas. Brian était la conscience morale de la famille, ce qui était amusant puisqu'il est un chien. Tu étais lequel déjà ? J'étais celui qui pouvait parler. Et les épisodes où il avait du mal à trouver sa propre identité étaient toujours fantastiques. Les épisodes centrés sur Brian, quand ils sont réussis, font partie des meilleurs de toute la série. Brian Gaufrez et les hirondelles de Peter, Brian amoureux, l'homme aux deux Brian. Quand Brian cuisine, il cuisine plutôt bien. Juste hors du top 3 se trouve probablement le personnage le plus constant, Cleveland Brown. Alors que la série dérivée a fait de lui une version noire de Peter, plus ou moins, même là, il peut être assez divertissant quand son rôle de personnage sérieux est mis en avant. Aujourd'hui, on parle de Family Guy, où Cleveland reste excellent tout au long de la série et incarne la voix de la raison depuis les débuts du groupe de Peter. Il est gentil, doux et veut toujours faire plaisir, ce qu'il met souvent en danger. Voilà comment meurent ceux qui veulent toujours plaire. Je te comprends, mec. C'est l'un de ces personnages dont la gentillesse ne sert pas seulement à faire de lui la cible des blagues. Cleveland est un homme doux et attentionné, qui hésite même à se fâcher contre sa femme infidèle, ou Quagmire dans cet arc narratif. Ce qui place Cleveland aussi haut, c'est que non seulement il a son propre générique incroyablement entraînant, mais il a aussi pris l'échec de son spin-off avec philosophie et reste un ami fidèle à Peter et à la bande. Même dans la saison 21, il trouve un travail de facteur à Peter et lui pardonne lorsqu'il le sabote. Cleveland est l'ami que personne ne mérite vraiment, mais que tout le monde voudrait avoir, et nous sommes plus qu'heureux de hisser sa bonne bouille moustachue jusqu'à la 4e place. Nous sommes arrivés dans le top 3, et si vous vous demandez où sont passées ces bonnes vieilles valeurs familiales sur lesquelles nous comptions autrefois, voici Peter Griffin pour vous montrer le chemin. Ces valeurs d'autrefois comprennent boire beaucoup d'alcool, tirer sur ses amis, marier son fils pour l'héritage, faire exploser des hôpitaux, etc. Dans les premières saisons, Peter était, comme le décrit Hulu dans le résumé de la série, un père attachant et ignorant. Toujours bien intentionné, il faisait tout ce qu'il fallait pour sa famille, même s'il lui fallait parfois un épisode entier pour comprendre ce qu'il devait faire. Que Peter tente de s'infiltrer dans l'école de Meg pour devenir assez populaire, afin d'enrayer une épidémie de drogue, ou qu'il crée une mascotte attachante pour apprendre aux enfants à ne pas jeter leurs déchets par terre, ses bonnes intentions et son exécution maladroite restent toujours divertissantes. Cela dit, eh bien, tu te souviens comment on a commencé cette description. Peter est passé de ce père gentiment ignorant à un père gentiment sociopathe. Mais on est prêt à fermer les yeux là-dessus parce que, quoi qu'il arrive, Peter est tout simplement trop drôle pour qu'on ne s'y attache pas un peu. Oui, il peut être horrible parfois, mais Peter parvient à ne pas être détestable la plupart du temps grâce à sa bêtise et son humour. Vite, Peter, dis-lui quelque chose pour qu'il croie que tu comprends. Des mots. Il ne fait guère de doute que ce père de famille était plus attachant dans les premières saisons, mais c'est un aspect de la série qui n'a jamais complètement perdu son charme, ce qui lui vaut une généreuse 3e place dans notre classement.
Ne lui demandez pas s'il a entendu. Nous arrivons au détenteur de la médaille d'argent de la grandeur. Et le maire Adam West veut que cette vidéo soit inoubliable. Je veux que cette nuit soit inoubliable pour vous. Cette scène résume à peu près tout ce que vous devez savoir sur Adam West et les Griffins. Pour commencer, oui, c'est bien Adam West lui-même, et avant qu'il ne devienne Wild West, cette véritable tornade de chaos était le maire de Quahog, imprévisible et hilarant. Mon Dieu, je suis une tomate. J'aime vraiment Wild, mais on ne peut tout simplement pas remplacer le maire West. Chaque scène où ce gars apparaît est un véritable bijou parce qu'il est absolument impossible de prévoir ce qu'il va faire ensuite. Dans un épisode, il commande une pizza, mais le Noël l'écrase, poussant West à lui infliger la raclée de sa vie. Peut-être que c'est le Noad qui aurait dû m'éviter. Le maire West soutient les troupes et honore les morts du conflit du Golfe en érigeant une statue en or massif de Dick Them, la grenouille des Sugar Smacks. Voici quelques-uns de mes favoris. Mais West reste l'un des personnages les plus drôles et il nous manque. Il y a quelque chose de spécial à transformer une célébrité en un politicien complètement fou, puis à demander à cette célébrité de doubler son propre personnage. C'est l'humour typique de Family Guy. Cette absurdité des premières saisons, c'était exactement ce qui rendait cette série si amusante, mais il y a un personnage qui est tout simplement imbattable. Je suis sûr que vous savez déjà à qui revient aujourd'hui la médaille d'or de la grandeur. La victoire revient à nul autre que l'adorablement diabolique Stewie Griffin. Mais d'abord, cette vidéo vous est présentée par les abonnements Wicked Binge. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avant-première avant tout le monde et obtenir des emojis réservés aux membres ainsi que des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Plus ou moins la mascotte de toute la série, Stewie est naturellement l'équivalent de Maggie Simpson dans la série. Mais ils ont eu un concept intéressant avec lui. Et si au lieu d'être juste un bébé, Stewie devenait un génie maniaque à l'accent britannique inexpliqué, sans que l'on sache vraiment si les autres le comprennent. C'est déjà un concept de personnage hilarant, et cela a fait de Stewie l'un des personnages les plus drôles et les plus mémorables de la série. Maître, et une érection étonnamment rapide pour Stewie. De ses tentatives de domination du monde et de matricide à ses tendances flamboyantes, Stewie a toujours été une icône à la fois drôle et vraiment intimidante quand il le fallait. Qu'il essaie de tuer sa propre mère ou qu'il se contente de clasher les autres membres de la famille, Stewie a toujours été très divertissant. Mais qu'est-ce qui le propulse à la première place? Eh bien, nous avons mentionné que la plupart des personnages ont décliné ces dernières années, mais Stewie est une exception vraiment impressionnante. Je veux dire, il a clairement changé. Son personnage demeure un génie, toujours moralement discutable, mais il assume désormais plus sa flamboyance. Il est moins un méchant et davantage un enfant en quête d'identité. Étrangement, Stewie est à la fois l'un des personnages les plus diaboliques et les plus attachants du casting. Il excelle dans ces deux rôles. Le charisme de ce bébé fait qu'il a toujours des répliques drôles, même dans les saisons les plus faibles, et il est encore plus hilarant dans les meilleures. Stewie est le cœur de la série. Malgré 22 saisons et de nombreux changements, il a gardé son charme et son attrait, faisant de lui le meilleur personnage de l'histoire des Griffins. Cette victoire mérite une fête sexy.